les papes, depuis un siècle et demi maintenant, ont pu rappeler l'autorité intellectuelle. Je pense à Léon XIII, à Pie XI, à Pie XII dans Humani Veneris, et plus récemment à Benoît XVI. Bien. À ce moment-là, à ce moment précis, apparaissent les germes de cette modernité philosophique qui va conduire à un détournement, à une déformation, puis à une négation du principe de légitimité. La légitimité au sein de la modernité. La conception traditionnelle de la légitimité, elle a été mise à mal par la modernité philosophique, et il faut ici, à grands traits, mentionner 3 moments décisifs, 3 influences. D'abord, il y a le nominalisme de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, il est né en 1285, il est mort en 1349, et donc il est de la génération qui suit saint Thomas d'Aquin. Et Guillaume d'Occam réagit contre la pensée de saint Thomas d'Aquin. Alors il y a d'abord une réaction de type augustinien chez lui, méfiance à l'égard de la raison. Bon. Et puis il y a de l'autre des idées tout à fait nouvelles qui vont alimenter la modernité philosophique. Et je ne parlerai que de 2 d'entre elles. Le nominalisme, qui nie l'existence des corps sociaux, des communautés naturelles, et qui considère qu'il n'y a dans le monde que des réalités singulières. Bon. Le nominalisme a engendré l'individualisme. Voilà. Avec le nominalisme, il n'y a plus de bien commun possible. Voilà. Et puis d'autre part, il y a la définition positiviste du droit. Au cours des conflits qui ont opposé Guillaume d'Occam au pape, Guillaume d'Occam a eu l'occasion d'expliquer que si les commandements de Dieu appelaient l'obéissance, ce n'est pas parce que ces commandements étaient justes et conformes à la droite raison, c'est parce qu'ils étaient des commandements. Voilà. De même que... Et donc, ce qui fait la loi, ce n'est pas le fait d'être conforme à la droite raison et la justice, c'est le fait d'être un ordre. Voilà. C'est l'autre conception du droit. Et on retrouve l'opposition entre Créon et Antigone ici, et là on la retrouve avec toute une réflexion théorique derrière, non pas résumée en quelques formules, mais avec toute une réflexion philosophique. Et cette opposition, c'est l'opposition entre la conception thomiste et la conception nominaliste de Guillaume d'Occam. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut mentionner l'apparition, la définition d'une nouvelle conception du droit naturel, avec Grotius, préparée par l'école de Salamanque un siècle plus tôt, dans les décennies précédentes. Grotius, autour de 1625, définit le droit naturel non pas autour de la notion de justice, mais autour du sujet. Voilà. Le droit naturel n'est plus l'expression de l'ordre du cosmos, il ne vise plus à attribuer à chacun la part juste. Le droit naturel est centré sur l'individu et il consiste d'abord à définir les droits que les sujets ont sur les choses. Et c'est de là que naîtra la notion de droit de l'homme. Le droit à, le droit sur. Voilà. Alors ce faisant, Grotius affaiblit la notion de droit naturel. Le droit naturel est toujours là, mais il n'a plus la même consistance, il n'a plus la même force. Et puis,
il devient subjectif. Il devient subjectif, soumis à l'évolution de la réflexion des scientifiques et des philosophes, évolutif. Et c'est cette notion moderne du droit naturel qui va nourrir John Locke, qui va nourrir D'Aguesseau, Montesquieu, voilà. Et puis, nous venons de parler de John Locke, troisième point important, troisième césure importante, troisième influence, il y a les théories du contrat social. C'est-à-dire, au milieu du XVIIe siècle, avec Hobbes et Locke, on est autour de 1640, avec Hobbes, Locke 1690, l'idée que la société n'est pas naturelle à l'homme, mais qu'elle est le fruit d'un contrat, qu'elle est le fruit de la volonté humaine. L'homme donne naissance à la société en s'associant avec ses semblables. À l'état de nature, à l'origine, l'homme était isolé. Ou éventuellement, chez Locke, vivait en famille. Voilà. Et il a créé la société. Voilà. Ce qui veut dire que... Alors, pourquoi l'a-t-il créé? Deuxième point important, il l'a créé par intérêt, pour améliorer son sort. Ce qui est au cœur, désormais, c'est l'intérêt, la notion d'intérêt, la notion d'utilité. Chez Hobbes, l'état de nature était un enfer, une jungle, c'est pour assurer sa survie, donc par intérêt. Chez Locke, c'était beaucoup moins sombre. L'état de nature de Locke, ça ressemble un peu à l'Amérique de la fin du XVIIe siècle. Il y a des chefs de famille qui sont dispersés dans la campagne, de loin en loin, il faut une longue vue pour apercevoir le voisin, et encore, et on entretient des relations vraiment très épisodiques, on se retrouve le dimanche, pour le prêche, puisque c'est un monde protestant, et puis on peut se retrouver pour des relations, pour des échanges, bon. Et c'est justement là le problème. C'est justement là le problème, parce que lorsqu'il y a un différend entre ses voisins, il n'y a personne pour arbitrer. Et donc dans ces cas-là, comme vous le savez, pour reprendre une formule de Michel Audiard, quand les types de 120 kg disent certaines choses aux types de 60, les types de 60 les écoutent. Et c'est pas forcément très juste. Voilà. Donc pour éviter que les types de 60 soient obligés d'écouter les types de 120 kg, même quand ils ont tort, eh bien, on crée la société, on établit des institutions qui auront pour but d'arbitrer entre les intérêts en présence. Voilà. Et puis Rousseau va reprendre cette idée également du contrat social. Donc l'intérêt, d'une part, et puis, troisième trait, le progrès. Le progrès qui vient d'être inventé par Descartes. Nouvelle relation au temps. Pourquoi est-ce qu'on crée le contrat social? Pour améliorer son sort. Voilà, pour que demain soit meilleur qu'hier. Voilà. Alors, à partir de là, tout devient artificiel. La société est artificielle, les institutions sont artificielles. Tout repose, tout découle de la volonté humaine. Le droit découle de la volonté humaine. Et ce droit peut... Là, je vais jusqu'à Rousseau. John Locke limite l'intervention de l'État au minimum. C'est le contrat social dans sa version libérale. Chez Rousseau, on va beaucoup plus loin. Rousseau, dans le contrat social, extrêmement conscient du caractère friable de cette société artificielle, d'autant plus conscient qu'il considère que l'homme est un tout parfait et solitaire. Alors pourquoi ces tout parfaits et solitaires se sont-ils associés entre eux? Ça, c'est un grand mystère, auquel Rousseau, d'ailleurs, répond mal. Enfin, répond mal, il n'a pas une réponse qui le convainc lui-même. La seule chose qu'il a saisie, c'est que si ces hommes sont des tout parfaits et solitaires, ils ont peut-être constitué par contrat la société, mais dès le lendemain, ils vont avoir envie de reprendre leur indépendance. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça dure. Or, il faut les obliger à rester ensemble. Alors là, on a ce passage du contrat social, le chapitre intitulé « Du législateur », qui fait froid dans le dos.
et dans lequel Rousseau décrit une société totalitaire. Il théorise le totalitarisme. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple. Déjà, le point de départ est assez curieux. C'est tout de même pas l'idée de tout le monde. Hein. C'est pas l'idée qui vous vient à l'esprit tous les 4 matins. Oser entreprendre d'instituer un peuple. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir, pour ainsi dire, la force d'ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner de nouvelles, d'altérer la constitution de l'homme qui en lui-même est un tout parfait solitaire pour en faire une partie du tout. Voilà. Lui ôter ses forces propres pour lui en donner de nouvelles dont il ne puisse pas faire usage sans l'assistance des autres. C'est-à-dire tuer l'indépendance. Alors on aurait pu faire une conférence uniquement à partir de ce passage et montrer comment dans notre société contemporaine on s'emploie à détruire méthodiquement tout ce qui est une marque d'indépendance pour rendre les gens dépendants du tout. Sur le plan économique, les agriculteurs, les professions indépendantes, etc., etc. Les agriculteurs qu'on transforme finalement en rédacteurs de formulaires qui appliquent des normes qui arrivent d'en haut, qu'on paye, ils ne vivent plus de leur travail, mais de subventions, etc., etc. Ils sont dépendants du tout. Ils ne vivent plus de leur travail. Ils vivent, voilà. Bon. On pourrait décliner ça. Et donc, là, avec Rousseau, on touche du doigt l'idée du totalitarisme, d'un législateur qui s'empare de tous les aspects de l'existence humaine pour ôter à l'homme ses forces propres et lui en donner de nouvelles, pour altérer la constitution de l'homme, pour faire naître un homme nouveau. Voilà. Et c'est ce programme-là qu'ont tenté d'entreprendre les Jacobins, notamment dans la phase paroxysmique de la Révolution, en 1793 et 1794. Alors, en France, justement, ces influences intellectuelles se sont concrétisées au moment de la Révolution, et notamment dans ce texte symbolique qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration dont on dit partout qu'elle a été votée le 26 août 1789, alors que c'est faux, comme l'a rappelé mon bon maître Xavier Martin, dans plusieurs de ses livres. La déclaration, elle n'a pas été votée le 26 août 1789. Le 27 août au matin, on a cessé de la rédiger. Et on a reporté la fin de la rédaction au moment où on aurait terminé la rédaction de la Constitution. Voilà. On avait le sentiment d'être en train de la rater, d'écrire n'importe quoi. Et on dit, bon, arrêtons là les expériences métaphysiques. Portons-nous sur le concret, la Constitution, puis il sera toujours temps d'y revenir après. Bon. Et puis, 2 ans plus tard, d'ailleurs, en août 91, quand on a eu terminé la Constitution, c'était beaucoup plus long qu'on ne l'avait imaginé, et bien on a repris, effectivement, la Déclaration des droits. Et là, on a réalisé que cette Déclaration des droits était devenue tellement célèbre qu'on ne pouvait plus rien y changer. On ne pouvait plus même y en bouger une virgule. C'était placardé dans les mairies. On raconte même, l'orateur raconte que certains parents, certains, pas tous, je vous rassure, apprenaient à lire aux enfants en se servant de la déclaration. Bon, voilà. Donc, impossible d'y changer quoi que ce soit. Mais seulement ce texte ne donnait pas satisfaction. Donc, on a décidé de ne pas lui donner de portée juridique. Elle a conservé une valeur symbolique. Et elle n'a pas eu de portée juridique. On s'est contenté de reprendre quelques droits et quelques libertés qu'on a mis dans le titre premier de la Constitution, et on n'est pas allé plus loin. Voilà. Et notamment, il y a cet article premier dont on fait l'article emblématique « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas sorti? Qu'est-ce qu'on n'avait pas écrit? Cet article-là, il nous a échappé. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux.
Les constituants réalisent que là, ils auraient mieux fait de se taire. Et d'ailleurs, dans les déclarations suivantes, 93 et 95, la formule, vous ne la retrouvez pas. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Bon, il est vrai que déjà, en août 91, on lui avait déjà porté quelques bons coups de canif à cette formule. Hein, voilà. Il y avait déjà quelques exceptions qui montraient que les hommes n'étaient pas demeurés égaux en droit bien longtemps. Donnons deux exemples de cela. La distinction entre citoyen actif et citoyen passif, c'était tout de même assez spectaculaire. Hein, on déterminait les droits civiques de chacun en fonction du volume d'impôts payés. Citoyen passif, eux, ils n'ont pas de se taire. Citoyens actifs qui ont le droit de voter, mais non d'être élus, et citoyens actifs éligibles qui ont le droit, au-delà de 10 journées d'impôts, de voter, d'être élus. Et après, il y a les super éligibles qui ont le droit d'être élus députés. Ça, c'est au-delà de 50 francs. Voilà. Donc, il y avait toute une hiérarchie qui était établie. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Bon. Et puis, le deuxième exemple, c'est évidemment le décret du 15 mai 1791, par lequel, en utilisant une périphrase très pudique, l'Assemblée constituante déclarait qu'il ne serait rien changé au statut des personnes non libres. Voilà. Naissent libres et égaux en droit, mais naissent déjà pas partout, et en tout cas ne le demeurent pas, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est... Alors cette déclaration, elle comprend, elle est traversée par deux tensions. Deux tensions. Et la tension entre l'article 2 et l'article 6. L'article 2 proclame des droits naturels, influence très lockienne. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Bien. Puis il y a l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Mais là, il n'est plus question de respect de droits naturels. Et donc il y a cette tension entre l'affirmation de droits naturels, et puis d'autre part la définition de la loi comme, selon la définition que donne Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale, point. Donc la loi est simplement l'expression d'une volonté. Il suffit que la nation veuille ou ses représentants pour que la loi existe. Il n'y a rien au-dessus de la loi. Pas de loi fondamentale, pas de droit naturel, pas de commandement de Dieu. D'ailleurs, on a bien refusé la chose. On a un député à l'Assemblée constituante, le vicomte de Mirabeau, le fameux Mirabeau-Tonneau, surnommé ainsi pour des raisons évidentes, d'abord de corpulence, et puis ce qui alimentait cette corpulence. Bien. Et ce Mirabeau-Tonneau, qui est un personnage très sympathique, rabelaisien, c'était un homme des Lumières avant la Révolution. Il frondait le pouvoir. Mais maintenant que le pouvoir a changé de main et que le pouvoir est entre les mains de l'Assemblée, qui passe son temps à écraser la liberté au nom de la liberté, ben, il est contre l'Assemblée. Voilà. Et ce Mirabeau, ce vicomte de Mirabeau avait proposé, oui, mais cette déclaration des droits de l'homme, ça ne sert à rien. Vous n'avez qu'à mettre le décalogue, on a tout. Hein, on met le décalogue, et puis c'est fait, et on passe aux choses sérieuses. Voilà. Ça avait été écarté. On ne voulait pas en entendre parler. Donc, cet article 6, en définissant la loi comme l'expression de la volonté générale, ruine, nie l'autorité juridique du droit naturel. Et elle crée un absolutisme consistant, un véritable absolutisme, qui va bien plus loin que le pouvoir absolu du monarque de droit divin d'avant la Révolution, puisque ce monarque de droit divin était soumis au respect des lois fondamentales, du droit naturel, des principes de justice, d'équité, son gouvernement absolu, dont le caractère propre était l'esprit de conseil de justice et de raison, pour reprendre l'expression utilisée par Louis XV lors de la séance de la flagellation le 3 mars 1766. Bien. Ça, c'est la première tension. Puis il y a une deuxième tension qui nous éclaire beaucoup sur nos institutions et qui est contenue dans l'article 6.
les citoyens concourent personnellement ou par leurs représentants à la définition de la loi. Mais ce n'est pas la même chose. D'un côté, on a une démocratie, si les citoyens votent eux-mêmes la loi à laquelle ils vont obéir. De l'autre, on a un régime représentatif, si les citoyens sont représentés par des représentants qui décident pour eux. Et c'est bien cette tension, elle est consciente. Et elle va être tranchée le 7 septembre 1789, 15 jours plus tard, par l'intervention de l'abbé Sieyès. Cette intervention, elle est extrêmement intéressante. L'abbé Sieyès joue un rôle essentiel en 89. Dans Qu'est-ce que le tiers-État? C'est lui qui a défini la stratégie de conquête du pouvoir. Voilà. Il a dit tout ce qui allait être fait, et tout ce qu'il fallait faire. Voilà. A-t-on une constitution ou est-ce qu'on n'en a pas? Dit-il, lui, il en doute. De toute manière, c'est à la nation de répondre. Le tiers-État représente la nation. Au sein des États généraux, il faudra que le tiers-État se transforme en Assemblée nationale et puis prenne le pouvoir constituant et dote le pays d'une constitution gravant dans le marbre les principes des Lumières. Voilà. Et il parachève son système dans son discours du 7 septembre 89. Et que dit-il dans ce discours? Il dit: nous avons le choix entre deux régimes. A. Le régime démocratique et le régime représentatif. Et il définit les choses. La démocratie, c'est le régime où les citoyens obéissent à la loi qu'ils ont eux-mêmes élaborée. Comme à Athènes. Bien. Ou comme dans les cantons suisses actuellement. Le régime représentatif, c'est le gouvernement dans lequel les citoyens désignent des représentants qui votent en leur âme et conscience. Alors, conjoncturellement, il y a une utilité à cette distinction dont je vais parler. L'utilité, c'est de définir le mandat des députés qui siègent. Alors, et puis, à plus long terme, Sieyès entraîne la France dans un choix. Et il ajoute: il est évident qu'ici, personne ne songe à mettre en place une démocratie. Parce qu'il est impossible que 24 millions d'hommes décident de la loi eux-mêmes, ils n'ont pas assez d'instructions, assez de loisirs pour cela, il faut donc qu'ils s'en remettent à des représentants. Voilà. Donc très clairement, on a écarté l'un au profit de l'autre. Mais, quel est l'intérêt conjoncturel? C'est-à-dire, les députés qui sont ici présents sont des représentants, donc détenteurs d'un mandat représentatif, et non d'un mandat impératif. Ils ne représentent pas tel ou tel sénéchaussée, ou tel bailliage, telle ou telle circonscription. Ils représentent chacun individuellement la nation tout entière. Tout le système représentatif actuel repose sur cette fiction, qui veut que tout député, quand on dit député de la 3e circonscription du Maine-et-Loire, ou député de Tournus, ou de Carpentras, c'est un abus de langage. En droit, ils sont tous députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Ils représentent toute la nation, même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'eux. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un candidat n'a pas besoin de résider dans la circonscription pour y être élu. Vous vivez à Paris, vous pouvez être candidat aux élections législatives dans la Nièvre, c'est possible. Voilà, sans aucune difficulté. Bien. Et ça s'est vu, très souvent. Et avec des exemples prestigieux en plus. Donc, les députés n'ont pas un mandat impératif, mais un mandat représentatif. Quel est le but de la manœuvre? Normalement, les députés aux États généraux ont un mandat impératif. Ils sont tenus par le contenu des cahiers de doléances dont ils sont porteurs. Ils ne sont que des porte-paroles. Et ces porte-paroles, Sieyès les transforme en représentants détenteurs d'un mandat représentatif, c'est-à-dire du pouvoir de voter en leur âme et conscience, sans être tenus par quelque consigne que ce soit de la part de ceux qui les ont élus. Un tour de passe-passe extraordinaire. Ça veut dire que les cahiers de doléances n'existent plus. Et ça veut dire que tout ce qu'ont fait les députés depuis 3 mois, qui est spectaculairement anticonstitutionnel, se retrouve
légitimé. Vous aviez un mandat impératif, donc vous n'étiez pas tenu par le contenu des cahiers qui ne vous demandaient pas de rédiger une constitution. En rédigeant une constitution, les députés de 89 ont violé 2 fois la constitution. Ils ont violé la constitution existante, ils n'ont pas respecté la souveraineté, c'était au roi de prendre l'initiative d'eux, pas eux. Et d'autre part, ils ont méconnu le contenu du mandat dont ils étaient porteurs, le mandat contenu dans les cahiers de doléances. Voilà. Et par cette théorie, Sieyès leur permet de surmonter ces 2 inconstitutionnalités, de pouvoir continuer leur travail comme avant. Voilà. On escamote l'inconstitutionnalité manifeste de tout ce qui a été fait depuis le 17 juin. Voilà. C'est un tour de passe-passe redoutable. Mais, à long terme, ce système représentatif, il crée non pas un régime démocratique, mais un régime oligarchique. C'est-à-dire un régime dans lequel le pays est gouverné par un petit groupe. Un petit groupe qui agit, qui échappe à ceux qui les ont désignés et qui agit en son âme et conscience pendant la durée du mandat. Mais cette théorie du régime représentatif, elle souligne également l'importance des règles permettant d'assurer la représentation. Il y a les électeurs qui choisissent, mais il y a la règle qui va transformer ce choix en représentation. Ce sont les modes de scrutin, la manière dont on va assurer la représentation. Ce que les francs-maçons appellent l'art royal. Et que dès 89, ils maîtrisaient remarquablement bien. Revenons un tout petit peu en arrière. En mars-avril 89, quand on a élu les députés aux États généraux, les membres de ce que Augustin Cochin a appelé les sociétés de pensée ont su remarquablement préparer les élections au sein du tiers-État. Augustin Cochin lui-même a étudié les élections à Dijon et à Rennes. Alors, intéressons-nous à Rennes. D'abord, ça fera plaisir aux Bretons qui sont ici et qui se sentiront directement concernés. Qu'est-ce qui s'est passé à Rennes en mars 89? Il y avait dans l'Assemblée du tiers-État 900 représentants des paroisses. 800 pour la campagne, 60 pour les villes moyennes, Saint-Malo, Vitré, Fougères, c'est tant est qu'on puisse dire que Saint-Malo est une ville moyenne. Et puis 16 pour la ville de Rennes. À l'arrivée, ça tient en une équation. Vous allez voir, c'est très simple. 16 égale 5, 60 égale 2, 800 égale 1. Les 16 représentants de la ville de Rennes ont eu 5 députés, les 60 des villes en ont eu 2, et ceux des campagnes en ont eu 1. Et encore, ils n'ont pas été bons à Rennes. Parce que le paysan élu, ça a été le seul de France. Le seul de France, le seul laboureur de France à être élu, le bonhomme Gérard, qui est devenu une star d'ailleurs pour cette raison. Il est arrivé en costume de paysan breton à Versailles. Tout le monde l'a remarqué, tous les autres étaient en noir. C'est le seul auquel Louis XVI a adressé la parole quand les députés ont été présentés les uns après les autres. Il est devenu une sorte de personnage légendaire, un héros de pièces de théâtre, etc. etc. Bon. Comment en est-on arrivé là? On a commencé, première étape, et là on voit bien le fonctionnement de ces sociétés de pensée, et on touche à d'autres aspects de nos institutions contemporaines. Au sein de cette assemblée, certains orateurs de ces sociétés de pensée ont ouvert le feu contre des gens qui n'étaient pas ouvertement visés, mais désignés quand même fortement, et qui étaient présentés comme des ennemis du peuple. Nous sommes là pour défendre le peuple, mais il y a ici des ennemis du peuple. Donc il y a les ennemis du peuple et les ennemis du peuple. Nuance. Les ennemis du peuple, évidemment, ne peuvent pas représenter le peuple. C'est évident. Donc les ennemis du peuple ne pourront pas être élus. Qui sont visés? Les officiers de justice. Et notamment, en premier lieu, le sénéchal du roi à Rennes.
celui qui aurait dû représenter la sénéchaussée aux États généraux. Parce que c'est toujours le sénéchal qui est élu pour représenter le tiers-État. Donc c'est lui qui est visé. Alors on ne se contente pas de dire que c'est un ennemi du peuple, il y a la foule dehors qui hurle, il y a les tribunes qui sont pleines, qui hurlent, il y a donc les menaces de mort, les insultes, le mensonge, il y a tout cela. Et au bout de plusieurs heures, le sénéchal finit par capituler. Il renonce à être élu. Mais je pourrais voter? Non. Dehors. Et il est sorti. Et il a adressé sa démission au roi, de sénéchal, le lendemain. Et derrière lui sont sortis, eh bien, tous ces officiers, tous ces petits officiers des campagnes. Et en Bretagne, il y en avait 3 ou 4 juridictions seigneuriales par paroisse. C'est-à-dire autant de sénéchaux, autant de procureurs fiscaux, le double de notaires, le double de greffiers et d'huissiers. Et ces gens-là, évidemment, avaient été élus dans de nombreuses paroisses. Parce que c'était des petits notables qui étaient connus, qui avaient l'entre-gens, l'instruction. Bon. Ces gens-là, ils sont liés au Seigneur. Dehors. Et donc, on a retrouvé, pour les campagnes, de braves laboureurs et de braves artisans qui sont pleins de bon sens, mais qui ne se connaissent pas entre eux, face aux gens des villes qui sont bien organisés. Deuxième étape, on va procéder par réduction successive. On va créer une première commission de 200 pour faciliter le travail, parce que à 700, on est beaucoup trop nombreux pour pouvoir travailler. On réduit à 200. Puis après, on va réduire à 50. À chaque fois, il s'agit de trouver le bon mode de scrutin. Ici, eh bien, seront élus ceux qui auront obtenu plus de voix. Les gens des villes votent liste bloquée. Les gens des campagnes dispersent leur vote. Résultat, les gens des villes arrivent toujours devant. Quoique très minoritaires. On a choisi le bon mode de scrutin. Voilà, en quelque sorte, le majoritaire à un tour. À l'arrivée, eh bien, quand on arrive à la commission des 50, les gens des villes ont pratiquement tous les sièges. Et c'est comme ça qu'ensuite, ils ont eu pratiquement tous les sièges de députés. Et ça s'est passé comme ça dans la plupart des sénéchaussées et des bailliages en 89. Ça a été la première expérience, la première mise en œuvre de cet art royal, avec une redoutable efficacité. Voilà. Et puis, tout cela s'est prolongé tout au long de notre histoire institutionnelle. Quand même, enfin, pour avoir étudié un petit peu la question, en matière de mode de scrutin, la France a tout essayé. Tout essayé, avec une imagination débordante. Débordante, le proportionnel, majoritaire à 2 tours de circonscription, majoritaire à 2 tours départemental, majoritaire à 1 tour départemental, proportionnel avec apparentement, proportionnel avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête et panachage, etc., etc., etc. Enfin, plus le découpage que l'on arrange selon les cas pour sauver l'un ou pour torpiller l'autre. Les départements qu'on coupe en deux pour éviter que les ennemis récupèrent tous les sièges, comme dans le Maine-et-Loire, on isole l'Ouest, et puis comme ça on sauve les sièges de l'Est. Voilà, bon.